Ils l'enterrent d'abord à Memphis. Puis les Ptolémées lui construisent un tombeau somptueux à Alexandrie, la ville qui porte son nom. Ce bâtiment est baptisé le Soma. Après Saqqara, Gizeh et la vallée des rois, une nouvelle nécropole est née, celle des derniers pharaons d'Égypte à Alexandrie. Retrouver ce tombeau d'Alexandre, c'est peut-être découvrir par la même occasion celui de tous les Ptolémées et donc de la dernière reine d'Égypte. Mais le travail archéologique est titanesque, car la ville d'Alexandrie a subi des catastrophes naturelles, notamment au IVe siècle. Un tremblement de terre puis un raz-de-marée ont englouti le port et le quartier royal. Alors, par où commencer ? Les auteurs antiques évoquent entre autres le cap Lokias et ses alentours. C'est une presqu'île au large du port d'Alexandrie, au nord-est de la ville. Les Ptolémées successifs avaient construit chacun leur propre palais. C'était un véritable quartier des palais et c'est là aussi que se trouvaient des sanctuaires et vraisemblablement les tombeaux des Ptolémées. Cléopâtre a certainement suivi l'exemple de ses ancêtres. Elle a dû être inhumée à leur côté dans la capitale égyptienne de l'époque. Elle croyait aux traditions égyptiennes. Elle croyait qu'il fallait rester dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Comme Alexandre le Grand a été inhumé dans le Soma, il serait étrange que Cléopâtre n'ait pas voulu y être enterrée avec lui. Le Soma et la ville antique d'Alexandrie ayant disparu, comment se représenter la dernière demeure de Cléopâtre ? Pour pouvoir restituer l'esthétique de son tombeau et voir virtuellement à quoi il ressemble, les spécialistes ont besoin de se plonger dans les rites funéraires de l'époque ptolémaïque. Cléopâtre est le fruit d'un riche mélange. Des racines grecques, une éducation avec des matières égyptiennes et un royaume ouvert sur le monde. Il y avait des tas de pratiques religieuses dans l'Égypte ptolémaïque. C'est un royaume biculturel, c'est-à-dire qu'on a à la fois un culte de type grec en l'honneur des dieux grecs et puis un culte de type égyptien en l'honneur des divinités égyptiennes. Côté grec, l'histoire des Ptolémées commence en Macédoine, le lieu de naissance d'Alexandre le Grand. La dernière tombe royale connue de sa famille est celle de son père, Philippe II de Macédoine. Les codes architecturaux de ce tombeau ont pu inspirer les Ptolémées, car c'était leur culture originelle. L'entrée du tombeau royal macédonien est ornée d'une fresque aux couleurs aujourd'hui peu visibles, mais qui était éclatante à l'époque. Seule la façade est aujourd'hui exposée dans ce musée à Égée, en Grèce. Mais la reine Cléopâtre bénéficie de 300 ans d'histoire de famille en Égypte. Elle est forcément influencée par les traditions pharaoniques ancestrales. A-t-elle pu s'inspirer des rituels et des représentations à l'égyptienne ? Près de Luxor, dans la vallée des Reines, l'une des sépultures les mieux conservées permet de nous renseigner sur le culte funéraire local. Le tombeau de Néfertari montre le décor somptueux des lieux de mort des pharaons et de leurs reines. Il s'agit très clairement d'une tombe de reine. Néfertari est représentée comme une reine avec une coiffe de reine, une tenue de reine, et son nom apparaît dans un cartouche. Ce que nous voyons ici, ce sont de nombreux éléments de la croyance dans l'au-delà. Certains objets proviennent des tombes des rois et d'autres des livres des morts pour aider Néfertari à passer dans l'autre monde. Les Égyptiens croyaient à la vie après la mort. Ces formules magiques leur permettaient de renaître plus facilement après un passage dans le monde des ténèbres. Ce tombeau de Néfertari est également lié à la déesse la plus importante pour Cléopâtre. Sur le mur, Néfertari a cette belle image d'elle-même, main dans la main avec la déesse Isis. Elle offre la vie à la reine. Cette scène met en évidence la relation intime entre Néfertari et la déesse Isis. Elle montre également la forte relation entre les reines et cette divinité. C'était le modèle qu'elle voulait suivre. Ce n'est pas un hasard si Cléopâtre a voulu être l'incarnation terrestre d'Isis.
Cette référence marque son attachement profond aux traditions ancestrales. Pour sa dernière demeure, les scientifiques imaginent plutôt un mélange des influences méditerranéennes dans lesquelles elle est plongée depuis l'enfance. Un peu de grec, un peu de romain, un peu d'égyptien. Et un exemple de cette alliance incroyable subsiste encore aujourd'hui. Il se trouve à Alexandrie, ou plutôt sous la ville, dans ces catacombes utilisées sous l'Empire romain. Nous nous trouvons dans les catacombes d'Alexandrie, sur un site appelé Comel Shokafa. C'est fascinant parce qu'il présente un mélange intéressant de culture égyptienne et gréco-romaine. Ce complexe aurait appartenu à une riche famille romaine. Il a été conçu au IIe siècle de notre ère, 200 ans après la mort de Cléopâtre. Là, il y a le taureau Apis. C'est un symbole de la religion égyptienne, l'un des animaux les plus sacrés de l'Égypte ancienne. Le haut de cette tombe est donc égyptien. Mais en bas, il y a quelque chose de complètement différent. C'est totalement hellénistique, de l'époque gréco-romaine. Nous avons des vignes, des guirlandes florales et des personnages qui n'ont rien d'égyptien. Ils sont romains. Et puis, il y a cette image d'un corps en train d'être momifié par les dieux d'Égypte. Et quand je regarde ici, le cercueil lui-même présente des motifs gréco-romains. À l'intérieur de Comel Shokafa, il y a donc une imagerie complète de l'Égypte et de la culture gréco-romaine qui se mélangent. Mais dans ce cimetière antique souterrain, on ne trouve que le commun des mortels. La tombe royale de Cléopâtre devait mélanger ses codes, tout en étant bien plus spectaculaire. Grâce à tous ces éléments de recherche et avec le travail des plus grands spécialistes, nous avons pu réaliser une ébauche du tombeau de Cléopâtre. Voici à quoi il aurait pu ressembler. On sait que c'était un mausolée, une tour, qui adoptait peut-être plus ou moins la forme d'ailleurs du phare d'Alexandrie, avec plusieurs étages et peut-être un toit pyramidal, un monument d'une hauteur admirable, d'une grande élégance. On a une description, mais assez brève, dans l'œuvre de Plutarque. Mais c'est pas très précis. Un aspect majestueux à la hauteur de la réputation de Cléopâtre. La dernière reine d'Égypte et sa famille, les Ptolémées, ont voulu égaler les pharaons antiques. Inscrire leur marque dans le paysage égyptien, comme avec les pyramides ou les gigantesques temples. La famille de Cléopâtre est allée jusqu'à suivre à la lettre toutes leurs traditions et leurs coutumes mises en place depuis des millénaires. Et le rite funéraire est l'un des plus importants. C'est une étape de la vie après la mort essentielle à leur renaissance. D'après les spécialistes, Cléopâtre a donc forcément été momifiée, comme tous les rois et les reines avant elle. À l'origine, les Gréco-Macédoniens étaient incinérés. Mais dès Alexandre le Grand, c'est la momification qui devient la norme. Et puis tous les Ptolémées, les rois et les reines ptolémaïques sont momifiés parce que l'incinération est taboue pour les Égyptiens. On pense que la renaissance après la mort est impossible si le corps n'est pas parfaitement conservé. Si le corps est craquelé ou endommagé, il n'y aura pas de vie après la mort pour eux. Le corps du défunt doit être protégé. L'embaumer permet à l'âme du mort de récupérer son enveloppe charnelle pour renaître physiquement dans l'au-delà. Dans les croyances égyptiennes, c'est Anubis, le dieu à tête de chacal noir, qui doit procéder au rituel. Ils croyaient que l'esprit, qu'ils appelaient le Ka, pouvait revenir dans leur corps lors de leur prochaine vie. C'est ce que nous appelons la résurrection. Sous l'Ancien Empire, la momification est exclusivement réservée aux pharaons et à leur cour. Mais elle se démocratise au fil des dynasties. Pendant la période gréco-romaine de Cléopâtre, près de 3 millénaires après l'Ancien Empire, la momification est devenue plus accessible. C'est ce qu'on remarque à Komabou-Bilou, situé à 140 km au sud-est d'Alexandrie.
C'est l'une des nombreuses nécropoles plus populaires conçues le long du Nil du temps de la dernière reine d'Égypte. Pour les archéologues, elle recèle de précieux indices sur l'art de la momification que les prêtres ont perfectionné au fil de l'histoire millénaire égyptienne. Mostafa Rezk est le responsable du chantier de fouilles. Il dessine nos fouilles récentes et nos dernières découvertes, comme des sarcophages ou des cercueils. Son équipe a mis au jour des centaines de cercueils de l'époque des Ptolémées qu'il faut maintenant ouvrir, puis étudier un par un. Voici une carte du site. Elle montre des centaines de sarcophages et de cercueils en céramique que nous avons trouvés.